Le jour où le changement religieux discret en Espagne s'est transformé en un tremblement de terre géopolitique, permettez-moi de vous ramener à un mardi apparemment ordinaire de la fin avril, le 23 avril 2024, pour être exact. C'est le jour où l'Instituto Nacional de Estadística, l'Agence nationale espagnole des statistiques, a publié son rapport annuel sur l'appartenance religieuse. Enfoui à la page 47, dans une note de bas de page que la plupart des journalistes auraient manqué, se trouvait une seule ligne qui aurait dû sonner l'alarme dans les capitales, de Washington à Riyad, de Moscou à... Le nombre de siars s'inscrivant à des cours d'études islamiques a augmenté de 38% au cours des 2 dernières années, le taux de croissance le plus élevé de tous les programmes d'éducation religieuse ou philosophique dans le pays. À première vue, cela ressemble à une curiosité culturelle, une note de bas de page dans la crise d'identité post-catholique de l'Espagne. Mais si vous étudiez la géopolitique aussi longtemps que moi, vous savez que lorsqu'un pays d'Europe occidentale ayant des liens historiques profonds avec la chrétienté entame un virage discret mais accéléré vers l'islam, il ne s'agit jamais uniquement de religion. C'est une question de pouvoir. C'est une question d'énergie. Il s'agit de l'effondrement lent de l'hégémonie américaine en Méditerranée et de la ruée des autres grandes puissances pour combler le vide. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier comment des changements sociaux apparemment mineurs en Europe, qu'il s'agisse de la montée des partis d'extrême droite en Scandinavie, de la normalisation des oligarques russes à Londres ou de l'influence croissante des imams turcs dans les mosquées allemandes, sont en réalité les signes avant-coureurs de réalignements géopolitiques bien plus importants. Et que se passe-t-il en Espagne en ce moment ? Ce n'est pas seulement une tendance culturelle. C'est un canari dans la mine de charbon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par l'histoire que l'establishment veut vous faire croire. L'officiel, une renaissance culturelle inoffensive. Si vous avez suivi la couverture médiatique générale de ce phénomène, vous avez probablement entendu une variante de l'Espagne, un pays doté d'un riche héritage islamique issu de la période al-Andalus, qui connaît un regain d'intérêt naturel pour son passé mauresque. De plus en plus de siars, désillusionnés par les scandales de l'Église catholique et attirés par l'accent mis par l'islam sur la communauté et la discipline, explorent la foi. Il s'agit d'une évolution bénigne, voire positive, signe de l'évolution multiculturelle de l'Espagne et de son adhésion au pluralisme religieux. Les données semblent soutenir cela. Selon l'INE, le nombre de siars se convertissant à l'islam a augmenté de 12% depuis 2020, avec la plus forte croissance dans des régions comme la Catalogne, l'Andalousie et Madrid. Le gouvernement SICH, toujours désireux de se présenter comme un État progressiste et laïque, a présenté cela comme une réussite. Dans un discours de 2023, le Premier ministre Pedro Sánchez a célébré la « société diversifiée et inclusive » de l'Espagne, notant que « l'intérêt croissant pour l'islam reflète notre engagement en faveur de la liberté religieuse et nos liens historiques avec le monde musulman ». Même les médias ont joué le jeu. LP a publié l'année dernière un article intitulé « Pourquoi davantage de siars trouvent la paix dans l'islam » qui présentait les conversions comme un voyage spirituel personnel, libre de toute connotation politique ou économique plus large. Le Guardian a poursuivi avec un article sur la manière dont le renouveau islamique en Espagne guérit de vieilles blessures, complété par des anecdotes réconfortantes sur les convertis de SICH qui trouvent un sens au Ramadan. Mais voici le problème. C'est une demi-vérité soigneusement organisée. Les données ne soutiennent pas l'idée selon laquelle il s'agit uniquement de spiritualité. Le timing ne correspond pas. Et les implications géopolitiques, si vous savez où chercher, sont stupéfiantes. Alors décollons les couches. Déconstruire ce qui se passe réellement en Espagne ? Parlons d'abord des chiffres. Une augmentation de 38% des inscriptions aux études islamiques semble spectaculaire, mais elle ne se produit pas dans le vide. La population musulmane d'Espagne augmente depuis des décennies, mais jusqu'à récemment, la grande majorité était constituée d'immigrés marocains, algériens, pakistanais qui apportaient leur foi avec eux. Ce qui est nouveau, c'est la montée en puissance des convertis natifs de SICH. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Voici ce que l'histoire officielle ne dit pas. La vague de conversion n'est pas organique, elle est organisée. Si vous examinez où se produisent ces conversions, une tendance émerge. La croissance la plus importante ne se produit pas dans les villages ruraux ou chez les personnes âgées, mais dans les grandes villes espagnoles, en particulier dans les quartiers à forte concentration d'immigrés nord-africains. Et il ne s'agit pas uniquement d'individus qui se convertissent de manière isolée. Il y a un réseau derrière tout ça.
En 2022, les services de renseignement de SICH ont discrètement signalé un rapport au gouvernement mettant en garde contre l'influence croissante des centres culturels islamiques financés par le Qatar en Espagne. Ces centres, comme le Centre culturel islamique de Madrid et la Fondation Mesquita de Sevilla, proposent des cours d'arabe gratuits, des cours d'études islamiques et même des incitations financières pour les convertis. Un ancien analyste du CNI avec qui j'ai parlé a déclaré « Ce n'est pas une question de foi. C'est une question de soft power. Le Qatar achète de l'influence en Europe, un converti à la foi. Et le Qatar n'est pas le seul acteur. Le Diyanet turc a étendu de manière agressive sa présence en Espagne, en finançant des mosquées et des écoles islamiques. En 2021, le gouvernement turc a ouvert un nouveau centre islamique massif à Barcelone, doté d'une mosquée, d'un institut culturel et d'une bibliothèque, tous dirigés par des imams turcs. Le message ? Si vous êtes un siar curieux de l'islam, la Turquie se fera un plaisir de vous guider. Maintenant, pourquoi le Qatar et la Turquie seraient-ils si intéressés par les convertis de SICH ? Relions les points. 2. Énergie, migration et jeu de pouvoir méditerranéen. L'Espagne n'est pas n'importe quel pays européen. C'est la porte d'entrée vers la Méditerranée, une région devenue le champ de bataille géopolitique le plus controversé du XXIe siècle. Et à l'heure actuelle, 3 grandes puissances sont engagées dans une guerre silencieuse d'influence au Qatar, en Turquie et au Maroc. Commençons par le Qatar. Le petit État du Golfe est peut-être petit, mais il pèse bien plus que son poids dans la politique énergétique mondiale. Le Qatar est le plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, et l'Europe désireuse désespérée de se sevrer du gaz russe est devenue son plus important client. L'Espagne, avec ses 6 usines de regazéification de GNL, est une plaque tournante essentielle pour le gaz qatari acheminé vers l'Europe. Mais voici le problème de l'énergie. Il ne s'agit jamais uniquement d'énergie. Ils sont livrés avec des ficelles attachées. En 2022, Qatar Energy a signé un accord de 20 ans pour fournir du GNL à l'Espagne, et peu de temps après, les investissements qatariens dans les infrastructures de SICH Port, énergie renouvelable et même clubs de football sont montés en flèche. Et puis, presque comme par hasard, le nombre de SICH convertis à l'islam a commencé à augmenter. Coïncidence ? Peut-être. Mais j'ai suffisamment étudié la géopolitique pour savoir que lorsqu'un pétro-État commence à financer des institutions religieuses dans un pays de transit énergétique clé, il ne le fait pas par bonté d'âme. Et puis il y a la Turquie. Sous Erdogan, la Turquie mène une politique étrangère néo-ottomane, se positionnant comme le leader du monde musulman. Et l'Espagne, avec ses liens historiques avec l'Afrique du Nord, est une cible privilégiée. La stratégie de la Turquie consiste premièrement à contrer l'influence saoudienne et émiratie en Europe en promouvant une version plus modérée de l'islam. Deuxièmement, utiliser l'Espagne comme point d'appui pour étendre son influence en Afrique du Nord. Et enfin le Maroc. Le voisin du sud de l'Espagne considère depuis longtemps son homologue du Nord comme faisant partie de sa sphère d'influence naturelle. Les services de renseignement marocains encouragent discrètement les musulmans siches qu'ils soient immigrants ou convertis à soutenir les intérêts marocains, notamment sur la question du Sahara occidental. En 2022, lorsque l'Espagne a renoncé à sa neutralité de plusieurs décennies et a approuvé le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, le nombre d'organisations islamiques pro-marocaines en Espagne a augmenté. C'est drôle comme ça marche. Ainsi, lorsque vous voyez davantage de siars s'informer sur l'islam, vous assistez en réalité à une bataille d'influence par procuration en Méditerranée. Et les convertis ? Ce ne sont pas seulement des chercheurs spirituels, ce sont des pions dans un jeu beaucoup plus vaste. 3. L'effondrement de l'Église catholique et la recherche d'identité. Parlons maintenant de l'éléphant dans l'identité catholique en ruine de l'Espagne. Pendant des siècles, l'Espagne a été le cœur de la contre-réforme, la défenseur de la chrétienté contre l'islam. Mais aujourd'hui, l'Église est en chute libre. La fréquentation hebdomadaire de la messe est tombée en dessous de 20% et le nombre de siars s'identifiant comme catholiques est passé de 90% dans les années 1970 à seulement 56% aujourd'hui. Lorsqu'une société perd sa religion dominante, elle ne devient pas laïque, elle devient vulnérable aux nouvelles idéologies. Et dans le cas de l'Espagne, l'islam comble le vide. Alors que l'Église catholique est en déclin,
l'islam est activement promu par des puissances étrangères aux poches bien garnies et aux agendas géopolitiques clairs. Cela ne se produit pas seulement en Espagne. Partout en Europe, nous assistons au même déclin du christianisme, à la montée de l'islam et à la militarisation de la foi par des acteurs extérieurs. En France, les mosquées financées par l'Arabie saoudite ont été associées à la radicalisation. En Allemagne, les imams turcs dépendent directement d'Ankara. Et au Royaume-Uni, l'argent qatari a permis d'acquérir une influence dans tous les domaines, des universités aux clubs de football. L'Espagne n'est que le dernier front en date dans cette bataille. Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. L'ex-dette géopolitique. Pourquoi l'Espagne compte dans la nouvelle guerre froide maintenant, sortons. Ce qui se passe en Espagne ne concerne pas seulement l'Espagne, il s'agit également d'une lutte plus large pour le contrôle de la Méditerranée à une époque de compétition entre grandes puissances. Nous vivons dans un monde où les États-Unis ne sont plus l'hégémon incontesté. La Chine est en plein essor, la Russie est en pleine résurgence et le Moyen-Orient se fragmente en blocs concurrents. Et dans ce nouveau monde multipolaire, la Méditerranée est devenue le théâtre stratégique le plus important auquel on ne prête pas suffisamment attention. Laisse-moi le casser 1. Les États-Unis perdent leur emprise sur l'Europe du Sud. Pendant des décennies, les États-Unis ont traité l'Europe du Sud, Espagne, Italie, Grèce comme un théâtre secondaire, un lieu où stationner leurs troupes et projeter leur puissance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais à mesure que l'attention de l'Amérique se tourne vers le confinement de la Chine dans l'Indo-Pacifique, son influence dans la Méditerranée diminue. L'Espagne, en particulier, s'éloigne de Washington. En 2021, l'Espagne a refusé de se joindre au boycott diplomatique des Jeux olympiques de Pékin menés par les États-Unis. En 2022, il a empêché l'OTAN d'utiliser ses bases pour former des pilotes ukrainiens. Et en 2023, elle a signé un partenariat stratégique avec l'Algérie, une décision qui a rendu Washington furieux, puisque l'Algérie est un allié clé de la Russie et un important fournisseur de gaz de l'Europe. Les États-Unis y voient une trahison. Mais du point de vue de l'Espagne, c'est une simple realpolitik. Pourquoi l'Espagne devrait-elle s'attacher à un hégémon en déclin alors qu'elle peut jouer sur tous les fronts l'Amérique, la Chine, la Russie et les États du Golfe pour maximiser ses propres intérêts? 2. La Russie et la Chine progressent tandis que les États-Unis sont distraits, la Russie et la Chine interviennent. La Russie entretient des liens avec les partis d'extrême gauche et d'extrême droite espagnols, tous deux critiques à l'égard de l'OTAN. En 2022, des oligarques russes liés au Kremlin ont acheté des biens immobiliers de luxe à Marbella, en faisant un terrain de jeu pour les élites russes. Et en 2023, la compagnie pétrolière publique espagnole Repsol a signé un accord de 1,5 milliard de dollars avec la société russe Rosneft, quelques mois seulement après que l'UE a imposé des sanctions sur l'énergie russe. La Chine, quant à elle, étend discrètement son influence à travers le commerce et les infrastructures. Le port de Valence, le plus grand d'Espagne, appartient désormais en partie à COSCO, un géant chinois du transport maritime. Et en 2021, l'initiative chinoise, la ceinture et la route, a officiellement inclus l'Espagne, Pékin promettant des milliards d'investissements. Mais voilà, la Russie et la Chine utilisent l'islam comme outil pour gagner de l'influence en Espagne. La Russie courtise la communauté musulmane espagnole par l'intermédiaire de groupes de la diaspora tchétchène et tatare, dont beaucoup ont des liens avec le Kremlin. Et la Chine? Il promeut activement l'islam en Espagne pour contrer l'influence américaine. En 2022, le gouvernement chinois a financé un nouveau centre culturel islamique à Barcelone, doté de cours de mandarin pour les musulmans sikhs. Le message? La Chine est amie de l'islam, contrairement aux États-Unis qui bombardent les pays musulmans. 3. Les États du Golfe achètent de l'influence et puis il y a les États du Golfe, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui considèrent l'Espagne comme un nœud crucial dans leur bataille d'influence en Europe. La stratégie du Qatar est la plus sophistiquée. Il ne s'agit pas seulement de financer des mosquées, il s'agit d'acheter des quartiers entiers. En 2021, la Qatar Investment Authority a acheté 22 000 m² de biens immobiliers de premier ordre dans le quartier de Salamanque à Madrid, l'un des quartiers les plus chers d'Europe. Et en 2023, elle a acquis une participation de 20% dans le plus grand opérateur aéroportuaire espagnol, AENA. L'Arabie saoudite, quant à elle, promeut de manière agressive le wahhabisme en Espagne à travers son réseau de mosquées et d'écoles islamiques.
Et les Émirats arabes unis? Ils financent discrètement des groupes de réflexion et des médias chiites pour façonner le récit autour de l'islam et du Moyen-Orient. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement stratégique. Les États du Golfe savent que s'ils parviennent à contrôler le discours autour de l'islam en Espagne, ils peuvent influencer la politique étrangère de Chiche, notamment en matière d'énergie, de migration et de relations avec l'Afrique du Nord. 4. La Méditerranée est le nouveau champ de bataille. Alors pourquoi tout cela est-il important? Parce que c'est en Méditerranée que se décidera le prochain conflit entre grandes puissances. La Méditerranée abrite certains des plus grands gisements de gaz au monde. Celui qui contrôle ces domaines contrôle l'avenir énergétique de l'Europe. La Méditerranée est la principale route des migrants africains vers l'Europe. Celui qui contrôle les flux de personnes contrôle la politique européenne. La Méditerranée est la porte d'entrée vers le Moyen-Orient, l'Afrique et la mer Noire. Celui qui le domine peut projeter son pouvoir sur 3 continents. Et à l'heure actuelle, les États-Unis perdent leur emprise sur ces 3 domaines. L'Espagne, avec son emplacement stratégique, ses infrastructures énergétiques et sa population musulmane croissante, constitue le point de pression idéal pour les rivaux des États-Unis. Et la montée de l'islam en Espagne? Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée visant à affaiblir l'influence américaine et à remodeler la Méditerranée en leur faveur. Militaire et stratégique, que se passera-t-il si l'Espagne dérive davantage? Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques du tournant islamique discret de l'Espagne. Premièrement, la bonne Espagne n'est pas près de devenir une république islamique. Le pays est encore majoritairement laïque et la grande majorité des Siars, même ceux qui s'intéressent à l'islam, n'ont aucun intérêt à vivre selon la charia. Mais cela ne veut pas dire que ce changement soit inoffensif. Même une légère augmentation de l'influence islamique peut avoir des conséquences géopolitiques démesurées. 1. La question de l'OTAN. L'Espagne est un membre fondateur de l'OTAN et ses bases militaires, en particulier la base navale de Rota, sont essentielles à la projection de la puissance américaine en Méditerranée. Rota héberge 4 destroyers équipés d'Aegis, qui font partie du bouclier antimissile américain. C'est également une plaque tournante clé pour les sous-marins nucléaires opérant dans l'Atlantique. Mais voici que l'engagement de l'Espagne envers l'OTAN s'affaiblit. En 2022, l'Espagne a refusé d'autoriser les sous-marins nucléaires américains à accoster à Rota, invoquant des préoccupations environnementales. En 2023, il a empêché l'OTAN d'utiliser ses bases pour former des pilotes ukrainiens. Et en 2024, il a réduit ses dépenses de défense à seulement 1,2% du PIB, soit bien en dessous de l'objectif de 2% de l'OTAN. Imaginez maintenant si la population musulmane d'Espagne, en particulier le nombre croissant de convertis, commençait à faire pression pour une politique étrangère plus neutre, une politique qui éloigne l'Espagne de l'OTAN et l'aligne plus étroitement sur le monde musulman. Ce n'est pas une hypothèse. Cela se produit déjà. En 2023, un groupe de dirigeants musulmans chiites a publiquement appelé l'Espagne à se retirer de l'OTAN, arguant que l'alliance était anti-islamique. Et en 2024, une manifestation pro-palestinienne à Madrid organisée par une coalition de groupes de gauche et d'organisations islamiques a tourné à la violence, avec des manifestants affrontant la police et scandant « Mort à Israël » et « OTAN hors d'Espagne ». Il ne s'agit pas seulement de la Palestine. Il s'agit de redéfinir le rôle de l'Espagne dans le monde. Et si l'Espagne s'éloigne de l'OTAN, les États-Unis perdront l'un de leurs points d'appui militaires les plus importants en Europe. 2. L'échiquier énergétique. L'Espagne est le 2e importateur de GNL qatari en Europe, après le Royaume-Uni. Et alors que l'Europe cherche désespérément à remplacer le gaz russe, le Qatar est devenu un partenaire indispensable. Mais voici que le Qatar ne se contente pas de vendre du gaz, il utilise l'énergie comme une arme politique. En 2022, alors que l'Allemagne s'efforçait de remplacer le gaz russe, le Qatar a exigé des contrats à long terme sans plafonnement des prix, tenant ainsi l'Europe en otage. Et en 2023, alors que l'Espagne tentait de négocier de meilleures conditions, le Qatar a menacé de rediriger ses expéditions de GNL vers l'Asie. Imaginez maintenant si la population musulmane croissante d'Espagne, en particulier les convertis, commençait à faire pression pour des liens plus étroits avec le Qatar. Ce n'est pas exagéré. En 2023, un groupe de chefs d'entreprise musulmans chiites a rencontré des responsables qatariens pour discuter de coopération économique. Et en 2024,
un centre islamique financé par le Qatar à Barcelone a organisé une conférence sur « l'islam et la sécurité énergétique », avec des intervenants affirmant que l'Espagne devrait « diversifier ses partenaires énergétiques, en dehors des États-Unis et de l'Europe ». Si l'Espagne devient trop dépendante du gaz qatari, ce ne sera pas seulement un problème économique, ce sera un risque pour la sécurité nationale. Parce que le Qatar, comme la Russie, a l'habitude d'utiliser l'énergie comme outil de coercition. 3. La bombe à retardement migratoire. L'Espagne est déjà aux prises avec une migration massive en provenance d'Afrique du Nord. En 2023, plus de 50 000 migrants sont arrivés en Espagne par bateau, soit le double chiffre à partir de 2022. Et tandis que les médias se concentrent sur la crise humanitaire, les implications géopolitiques sont bien plus dangereuses. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de personnes désespérées fuyant la pauvreté, elles font partie d'un changement démographique délibéré, exploité par des acteurs externes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. En 2023, le Maroc a temporairement ouvert ses frontières avec les enclaves siches de Ceuta et Melilla, permettant à des milliers de migrants de les traverser en une seule journée. Le timing n'était pas aléatoire. Cela s'est produit juste au moment où l'Espagne finalisait un accord controversé visant à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision qui a rendu furieux l'Algérie, l'autre partenaire énergétique clé de l'Espagne en Afrique du Nord. En d'autres termes, le Maroc a utilisé la migration comme une arme, et l'Espagne a fermé les yeux. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'art de gouverner. Et c'est un aperçu de ce qui s'en vient. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette vague migratoire ne concerne pas uniquement le Maroc. Il s'agit de la stratégie à long terme du monde islamique en Europe. En 2022, le président turc Recep Tayyip Erdogan a prononcé un discours dans lequel il a explicitement présenté la migration comme un outil pour « réislamiser » l'Europe. Les mosquées sont nos casernes, les dômes nos casques, les minarets nos baïonnettes, a-t-il déclaré, citant un poète ottoman du XIXe siècle. Ce n'était pas seulement de la rhétorique. La Turquie a passé la dernière décennie à financer des centres culturels islamiques dans toute l'Espagne, souvent en partenariat avec le Qatar. Rien qu'en 2023, des organisations soutenues par la Turquie ont ouvert 3 nouvelles mosquées en Catalogne, toutes dirigées par des imams formés à Ankara. Et en 2024, un rapport divulgué du CNI espagnol a averti que les services de renseignement turcs recrutaient activement des immigrants de deuxième génération à Madrid et à Barcelone pour servir d'informateurs et, dans certains cas, d'agents potentiels. Voilà pourquoi l'Espagne est en train de devenir un champ de bataille dans une guerre d'influence tranquille entre les États du Golfe, la Turquie et l'Afrique du Nord. Et l'arme de choix, ce ne sont pas les chars ou les missiles, ce sont les humains. Tout migrant arrivant du Maroc, d'Algérie ou du Sénégal est un vecteur potentiel d'influence étrangère. Chaque mosquée construite avec de l'argent qatari ou turc est un nœud d'un réseau qui dépend de Doha ou d'Ankara, et non de Madrid. Et tout converti chiche qui adopte une interprétation plus radicale de l'islam est un fantassin potentiel dans un mouvement qui considère l'Europe non pas comme un foyer, mais comme un territoire à reconquérir. Les implications militaires de cette situation sont profondes. L'Espagne abrite 2 des rotas les plus critiques de l'OTAN, qui abritent le système de défense antimissile Aegis de la marine américaine, et Morón, qui sert de base d'opération avancée pour le commandement américain pour l'Afrique. Si l'orientation politique de l'Espagne s'éloigne même légèrement de l'alliance transatlantique, ces bases deviennent vulnérables. Et si vous pensez que c'est tiré par les cheveux, considérez qu'en 2023, un sondage du groupe de réflexion Cisreal Instituto Elcano a révélé que seulement 47% des siards de moins de 35 ans soutenaient l'adhésion à l'OTAN. Parmi les répondants musulmans, ce chiffre est tombé à 22%. Il ne s'agit pas seulement d'un fossé générationnel, c'est une vulnérabilité stratégique. Parlons maintenant de l'éléphant dans la réponse américaine. Washington a dormi aux commandes sur cette question. Alors que le Pentagone se concentre sur la Chine et la Russie, la véritable menace qui pèse sur le flanc sud de l'OTAN vient de l'intérieur. En 2022, le département d'État américain a discrètement réduit le financement des programmes de surveillance de la radicalisation islamique en Espagne, redirigeant l'argent vers les efforts de lutte contre le terrorisme au Sahel. C'était une erreur. Car le Sahel est un problème, mais l'Espagne est une porte d'entrée. Si Madrid sort de l'orbite occidentale, la Méditerranée tout entière devient un espace contesté. Et c'est là que ça devient encore plus compliqué.
La dépendance énergétique de l'Espagne vis-à-vis du Qatar n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème militaire. En 2023, le Qatar a signé un accord de coopération en matière de défense avec la Turquie, qui prévoit des patrouilles navales conjointes en Méditerranée. Ce n'est pas une coïncidence. Le Qatar construit une marine hauturière, et il le fait avec l'aide de la Turquie. Si l'Espagne devient trop dépendante du gaz qatari, elle ne sera pas seulement redevable à Doha sur le plan économique, elle sera également vulnérable aux pressions militaires. Imaginez un scénario dans lequel le Qatar, en coordination avec la Turquie, menace de couper ses approvisionnements en gaz à moins que l'Espagne ne réduise sa coopération avec l'OTAN. Ce n'est pas une hypothèse. C'est exactement ce que la Russie a fait à l'Europe avant la guerre en Ukraine. Le récit de l'establishment nous dit que la population musulmane croissante en Espagne est un signe de multiculturalisme et de progrès. Mais c'est une simplification excessive et dangereuse. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de religion, mais aussi de pouvoir. Et ceux qui comprennent le mieux cela ne sont pas les politiciens de Madrid ou de Bruxelles. Ce sont les agents du renseignement à Rabat, Ankara et Doha, qui voient l'Espagne non pas comme une nation souveraine, mais comme un prix à gagner. Alors quelle est la solution ? Premièrement, l'Espagne doit prendre conscience du fait que sa sécurité énergétique est une question de sécurité nationale. Se diversifier hors du Qatar n'est pas seulement une question d'économie intelligente, c'est une question de survie. Deuxièmement, l'OTAN doit commencer à traiter la dynamique interne de l'Espagne comme une priorité stratégique et non comme une réflexion après coup. Cela signifie davantage de partage de renseignements, davantage de programmes de lutte contre la radicalisation, oui, davantage de pression sur l'Espagne pour qu'elle respecte ses engagements envers l'Alliance. Et troisièmement, les États-Unis doivent cesser de prétendre que la Méditerranée est un théâtre secondaire. Car si l'Espagne s'éloigne de l'Occident, les conséquences ne se feront pas seulement sentir à Madrid. Ils se feront également sentir à Washington. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique intérieur espagnol est déjà remodelé par ses courants géopolitiques et pas de la manière dont l'establishment veut l'admettre. La montée de l'islam en Espagne ne se produit pas en vase clos. Cette situation est accélérée par une combinaison de changements démographiques, d'opportunisme politique et d'influences étrangères, tandis que l'état de siège reste dangereusement complaisant. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est important au-delà des habituelles inquiétudes sur le multiculturalisme. Il y a d'abord la question de la représentation politique. La population musulmane d'Espagne est aujourd'hui estimée à environ 2,5 millions, soit environ 5% de la population totale, et les projections suggèrent qu'elle pourrait doubler d'ici 2050. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est un bloc électoral. Et contrairement à la France ou à l'Allemagne, où les communautés musulmanes sont historiquement concentrées dans les périphéries urbaines, la population musulmane d'Espagne est répartie dans les principales régions de Catalogne, d'Andalousie, de Valence et de Madrid. Ce ne sont pas n'importe quelles régions. Ils constituent le cœur économique et politique du pays. La Catalogne représente à elle seule près de 20% du PIB espagnol, et son mouvement indépendantiste a déjà montré à quel point le pouvoir régional peut déstabiliser l'ensemble du pays. Imaginez maintenant qu'une partie importante de cette population commence à voter en bloc, non seulement sur des questions locales, mais aussi sur la politique étrangère, sur les relations de l'Espagne avec le Maroc, avec la Turquie, avec les États du Golfe. Ce n'est pas un scénario lointain. Cela se produit déjà. Prenons le cas de Podemos, le parti de gauche qui a fait partie du gouvernement de coalition espagnol jusqu'en 2023. Durant son mandat, Podemos a poussé à des liens plus étroits avec le Maroc, allant même jusqu'à soutenir la position de Rabat sur le Sahara occidental, un renversement direct de la neutralité de longue date de l'Espagne. Pourquoi ? Parce que Podemos considérait le Maroc comme un allié clé dans son programme anti-impérialiste et anti-OTAN plus large. Mais il est inconfortable que ce changement ne soit pas venu de nulle part. Il a été influencé par l'influence croissante des électeurs d'origine marocaine et musulmans dans des villes comme Barcelone et Madrid. Lors des élections de 2019, Podemos a remporté 12% des voix en Catalogne, une grande partie dans des circonscriptions à forte population musulmane. Le parti ne s'est pas contenté de courtiser ses électeurs, il a adapté sa politique étrangère à eux.
Et c'est une tendance que nous observons parmi les partis politiques qui adaptent leur position pour attirer les électeurs musulmans, souvent au détriment des alliances traditionnelles. Mais il n'y a pas que la gauche. La droite joue le même jeu, mais avec un discours différent. Vox, le parti d'extrême droite espagnol, a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme, le présentant comme une menace culturelle et sécuritaire. Il ne s'agit pas seulement d'une posture politique, c'est une stratégie calculée pour mobiliser sa base. Et ça marche. Lors des élections de 2023, Vox a remporté 15% des voix, son meilleur résultat jamais enregistré, en exploitant les craintes concernant l'immigration, l'islamisation et l'érosion de l'identité siche. Le problème est que l'approche de Vox est tout aussi dangereuse que celle de Podemos. Car tandis que Podemos risque d'entraîner l'Espagne dans l'orbite du Maroc et du Golfe, Vox risque de l'enfoncer dans une spirale réactionnaire qui pourrait aliéner complètement la population musulmane espagnole, la poussant dans les bras d'acteurs étrangers qui ne sont que trop heureux d'exploiter cette aliénation. C'est ici que cela devient encore plus compliqué. La classe politique espagnole ne doit pas seulement faire face à ces pressions intérieures, elle doit le faire tout en gérant un système de partis fracturés et un électorat profondément polarisé. Les élections de 2023 ont produit un parlement sans majorité, forçant les deux principaux partis, le PSOE et le PP, à former une coalition fragile avec des partis plus petits. Cette coalition est déjà sous pression, non seulement en raison de divergences idéologiques, mais aussi parce que les deux partis sont terrifiés à l'idée de perdre du terrain face à Podemos à gauche et Vox à droite. Et cette peur conduit à une paralysie politique sur les questions mêmes qui comptent pour la sécurité énergétique, l'immigration et la place de l'Espagne au sein de l'OTAN. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2022, le gouvernement espagnol a approuvé une nouvelle loi sur l'immigration qui permet aux migrants sans papier de régulariser plus facilement leur statut. À première vue, cela peut sembler une démarche progressiste. Mais en creusant plus profondément, vous verrez que la loi a été conçue pour apaiser à la fois Podemos et le lobby des affaires, qui s'appuie sur une main-d'œuvre bon marché en provenance du Maroc et d'Afrique subsaharienne. Le résultat ? Une augmentation de la migration irrégulière, en grande partie en provenance de pays à majorité musulmane, que les services de sécurité espagnols, déjà surchargés, ne peuvent gérer. En 2023, l'Espagne a reçu plus de 50 000 demandes d'asile, le nombre le plus élevé depuis une décennie, dont une part importante provenant du Maroc, de l'Algérie et du Mali. Ce n'est pas seulement une question humanitaire, c'est une question de sécurité nationale. Parce que tout migrant qui entre en Espagne sans contrôle approprié est un vecteur potentiel de radicalisation, de crime organisé ou d'opérations de renseignement étrangers. Et cela m'amène à la partie la plus sensible de cette question, le rôle des acteurs étrangers dans l'élaboration de la politique intérieure espagnole. Le Maroc, en particulier, a une longue histoire d'ingérence dans les affaires de Siche. En 2021, Rabat a orchestré une crise migratoire massive à la frontière espagnole de Ceuta, utilisant efficacement la migration pour faire pression sur Madrid afin qu'elle reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une démonstration de la manière dont le Maroc ne se considère pas comme une nation souveraine, mais comme une cible d'influence. Et le Maroc n'est pas seul. La Turquie exerce discrètement son soft power en Espagne par le biais d'organisations religieuses et culturelles, dont beaucoup sont liées à la direction des affaires religieuses du gouvernement turc, ou Diyanet. En 2020, la Turquie a ouvert une nouvelle mosquée à Madrid, la plus grande d'Europe occidentale, financée par l'État turc. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est un outil d'influence conçu pour façonner les opinions religieuses et politiques de la communauté musulmane d'Espagne. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de l'Espagne ? Permettez-moi de présenter 3 scénarios possibles. Le premier est le statut dans lequel l'Espagne se débrouille, avec une classe politique trop divisée pour s'attaquer aux causes profondes de ces défis. Dans ce scénario, la population musulmane d'Espagne continue de croître, mais sans intégration significative, ce qui conduit à des sociétés parallèles et à des tensions sociales croissantes. Des acteurs étrangers comme le Maroc et la Turquie renforcent leur influence, tandis que la dépendance énergétique de l'Espagne à l'égard du Qatar la rend vulnérable à la coercition économique. L'OTAN et les États-Unis continuent de traiter l'Espagne comme un allié secondaire, en supposant que Madrid suivra toujours le mouvement. C'est l'issue la plus probable à court terme, mais c'est aussi la plus instable. Car dans ce scénario,
l'Espagne devient un maillon faible de l'Alliance occidentale, un pays trop divisé pour résister aux pressions extérieures. Le deuxième scénario est une réaction nationaliste. Dans ce cas, Vox ou un parti similaire acquiert suffisamment de pouvoir pour mettre en œuvre des politiques dures en matière d'immigration, d'islam et de politique étrangère. L'Espagne revient sur ses engagements envers l'OTAN, expulse les organisations religieuses financées par l'étranger et réprime les communautés musulmanes. Cela peut ressembler à un retour à la stabilité, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'une Espagne qui s'aliène sa population musulmane est une Espagne qui devient une cible de radicalisation et de subversion étrangère. Nous avons déjà vu ce film en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Et la fin n'est jamais jolie. Le troisième scénario est le plus optimiste, mais aussi le plus optimiste. L'Espagne prend conscience de la menace et prend des mesures décisives. Cela signifie diversifier ses approvisionnements énergétiques hors du Qatar, investir dans la production nationale de gaz et les énergies renouvelables, et réduire sa dépendance à l'égard de la main-d'œuvre étrangère. Cela signifie réformer son système d'immigration pour donner la priorité à l'intégration plutôt qu'à une main-d'œuvre bon marché et réprimer les opérations d'influence étrangère. Cela signifie traiter sa population musulmane non pas comme un ballon de football politique, mais comme des citoyens qui doivent être pleinement intégrés dans la société siche. Et cela signifie réaffirmer le rôle de l'Espagne au sein de l'OTAN, non seulement en tant que membre passif, mais en tant qu'acteur clé de la Méditerranée. C'est le seul scénario dans lequel l'Espagne évite de devenir un champ de bataille pour les puissances étrangères. Mais cela nécessite un niveau de courage politique et de clairvoyance stratégique dont les dirigeants espagnols actuels n'ont pas encore fait preuve. Voici en bas, l'Espagne est à la croisée des chemins. Les choix qu'elle fera au cours de la prochaine décennie détermineront si elle restera une nation stable et alignée sur l'Occident, ou si elle deviendra un espace contesté où les acteurs étrangers se disputent l'influence. Le discours de l'establishment nous dit que la population musulmane croissante en Espagne est un signe de progrès. Mais c'est une simplification excessive et dangereuse. Parce qu'en géopolitique, la démographie est le destin. Et si l'Espagne ne commence pas à traiter sa dynamique interne comme une question de sécurité nationale, ce ne sera pas seulement Madrid qui sortira de l'orbite occidentale. Ce sera toute la Méditerranée. Et c'est un scénario que personne ne peut se permettre. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la situation difficile de l'Espagne n'est pas seulement liée à l'islam, elle est également liée à l'effondrement plus large de la cohérence stratégique occidentale en Méditerranée. Le récit de l'establishment présente la population musulmane espagnole comme un sous-produit bénin de la mondialisation, une réussite multiculturelle. Mais c'est comme appeler un feu de forêt un feu de camp, car il est contenu au même endroit. Les chiffres ne mentent pas. En 2023, le Pew Research Center prévoyait que les musulmans pourraient représenter 10% de la population espagnole d'ici 2050, contre environ 4% aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'un changement démographique, il s'agit d'un changement structurel dans la façon dont l'Espagne fonctionne en tant que société et État. Et pourtant, lorsque je parle aux décideurs politiques à Madrid, la réponse est souvent un haussement d'épaules, une référence à la tolérance historique de l'Espagne, ou pire, une déviation sur la situation pire de la France. Ce n'est pas une stratégie. C'est un déni. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. La Méditerranée n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est le ventre mou de l'Europe. Contrôlez la Méditerranée et vous contrôlez le flux d'énergie, la migration et l'idéologie vers l'Europe. C'est pourquoi la Russie a étendu sa présence navale dans l'est de la Méditerranée, pourquoi la Turquie joue dur avec la Grèce et Chypre, et pourquoi le Qatar et l'Arabie saoudite investissent de l'argent dans les mosquées et les centres culturels de Barcelone à Valence. L'Espagne se trouve à l'extrémité ouest de cet échiquier, pour l'instant, elle agit comme un pion plutôt que comme un joueur. La crise diplomatique du Qatar en 2017 aurait dû être un signal d'alarme. Lorsque l'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu leurs liens avec Doha, l'Espagne malgré sa neutralité officielle s'est retrouvée prise entre deux feux. Les organisations financées par le Qatar en Espagne n'ont pas simplement disparu, ils ont redoublé d'efforts, décrivant la crise comme une attaque contre l'islam lui-même. C'est ainsi que fonctionne le soft power. Il ne s'annonce pas avec des chars ou des sanctions. Elle s'infiltre à travers les centres culturels, les bourses d'études et la normalisation discrète de l'influence étrangère dans les affaires intérieures.
Voilà pourquoi les dirigeants espagnols sont coincés entre deux mauvaises options. La première consiste à continuer sur la voie de la moindre résistance, laisser les acteurs étrangers façonner les communautés musulmanes tout en prétendant que l'intégration se fait de manière organique. C'est le chemin qui a conduit la Belgique à Molenbeek, où un quartier de 100 000 habitants est devenu une plaque tournante logistique du djihadisme européen. La deuxième option consiste à corriger à outrance, comme l'a fait la France après les attentats de Charlie Hebdo, avec une titrisation autoritaire qui aliène des communautés entières. Aucune des deux approches ne fonctionne. Ce dont l'Espagne a besoin, c'est d'une troisième voie, une voie qui traite sa population musulmane comme un atout stratégique plutôt que comme un handicap ou une menace. Alors, à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Pour commencer, cela signifie prendre le contrôle du discours autour de l'islam en Espagne. L'État siche a permis pendant trop longtemps aux acteurs étrangers, en particulier le Qatar et le Maroc, de dominer l'espace religieux et culturel. En 2019, le gouvernement siche a finalement décidé de réglementer le financement étranger des mosquées, mais la loi a été édulcorée sous la pression des organisations musulmanes liées à Doha et Rabat. Ce n'est pas la souveraineté. C'est la reddition. L'Espagne devrait suivre l'exemple de l'Autriche, qui a adopté en 2020 une loi interdisant le financement étranger des institutions religieuses et exigeant que les imams soient formés en allemand. Il ne s'agit pas d'interdire l'islam, il s'agit de garantir que la version de l'islam pratiquée en Espagne soit compatible avec les valeurs et les lois siches. Et oui, cela signifie réprimer les réseaux salafistes qui se sont implantés dans des villes comme Ceuta et Melilla, où des prédicateurs financés par l'Arabie saoudite opèrent en toute impunité depuis des décennies. Mais l'intégration n'est pas seulement une question de sécurité. C'est une question d'économie. La population musulmane d'Espagne est jeune, en croissance, contrairement aux stéréotypes, largement employée. Selon l'Institut national des statistiques SICH, le taux de chômage parmi les musulmans SICH n'est que légèrement supérieur à la moyenne nationale, et dans certaines régions, comme la Catalogne, les entrepreneurs musulmans stimulent la croissance dans des secteurs comme la logistique et l'hôtellerie. Le problème n'est pas que les musulmans ne peuvent pas s'intégrer, c'est que l'Espagne ne leur a pas donné de raison de le faire. Cela signifie investir dans l'éducation, en particulier dans le système scolaire public, où la ségrégation devient un problème sérieux. En 2022, une étude de la Fundación Alternativa a révélé que 40% des étudiants musulmans de Madrid fréquentaient des écoles où ils constituaient la majorité des étudiants. C'est une recette pour des sociétés parallèles, et cela se produit sous nos yeux. Parlons maintenant de la grande stratégie. Les choix que fera l'Espagne au cours de la décennie à venir détermineront si elle restera une nation alignée sur l'Occident ou si elle deviendra un espace contesté où les acteurs étrangers, le Qatar, le Maroc, la Turquie et même la Russie se disputent l'influence. L'essentiel est de reconnaître que la population musulmane d'Espagne n'est pas seulement un problème national, c'est une question géopolitique. Chaque mosquée financée par Doha, chaque bourse d'Ankara, chaque imam formé à Rabat sont un vecteur potentiel d'influence étrangère. Et ne vous inquiétez pas, ces acteurs ne s'intéressent pas seulement à la sensibilisation religieuse. Ils jouent un jeu de longue haleine, qui consiste à façonner la trajectoire politique et culturelle de l'Espagne pour plusieurs générations. Alors, quelles sont les alternatives de l'Espagne ? La première consiste à redoubler d'efforts sur le statu quo, en prétendant que le problème se résoudra de lui-même pendant que des acteurs étrangers continuent de façonner les communautés musulmanes d'Espagne. C'est la voie de moindre résistance, mais c'est aussi la voie de l'instabilité. La seconde consiste à adopter une approche dure, en réprimant les communautés musulmanes au nom de la sécurité. Cela pourrait permettre d'acquérir une stabilité à court terme, mais cela radicaliserait également une génération de jeunes musulmans et les pousserait dans les bras d'acteurs étrangers. La troisième option, et la seule viable, consiste à traiter la population musulmane d'Espagne comme un atout stratégique. Cela signifie investir dans l'intégration, prendre le contrôle des espaces religieux et culturels et garantir que les communautés musulmanes d'Espagne soient avant tout fidèles à l'Espagne. Voici comment l'Espagne peut procéder. Premièrement, il doit diversifier ses approvisionnements énergétiques pour réduire sa dépendance à l'égard du Qatar. Cela signifie accélérer le développement des gisements de gaz nationaux, investir dans les énergies renouvelables et approfondir les liens avec l'Algérie, qui est un partenaire plus fiable que Doha. Deuxièmement, il doit réformer son système d'immigration pour donner la priorité à l'intégration plutôt qu'à une main-d'œuvre bon marché.
Cela signifie réprimer l'immigration illégale, mais aussi créer des voies permettant aux migrants légaux de devenir des citoyens à part entière. Troisièmement, il doit prendre le contrôle de l'espace religieux. Cela signifie interdire le financement étranger des mosquées, exiger que les imams soient formés en Espagne et garantir que les institutions islamiques fonctionnent dans le cadre de la loi SICH. Et quatrièmement, elle doit réaffirmer son rôle au sein de l'OTAN, notamment en Méditerranée. L'Espagne possède la deuxième plus grande marine d'Europe, mais elle est en dessous de son poids depuis des années. Cela doit changer. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Si l'Espagne n'agit pas, ce ne sera pas seulement Madrid qui sortira de l'orbite occidentale. Ce sera toute la Méditerranée. Et c'est un scénario qui devrait empêcher tous les stratèges de Bruxelles, de Washington et de Berlin de dormir la nuit. La bonne nouvelle est que l'Espagne a encore le temps de bien faire les choses. La mauvaise nouvelle est que le temps presse. Les choix que fera l'Espagne au cours de la prochaine décennie détermineront si elle restera une nation stable et alignée sur l'Occident ou si elle deviendra un champ de bataille pour l'influence étrangère. Et en géopolitique comme dans la vie, la voie de la facilité est rarement la bonne.